la réponse. Il dit, mais moi je voulais qu'il le programme tout. Alors il me dit, si je le prends du point de vue informatique, il n'est pas bon. Mais si je le prends du point de vue mathématique, il est très bon. Et si je prends la combinaison des deux, c'est encore meilleur. Mais moi, je ne lui demandais pas ça. Je lui dis, pourquoi tu ne lui as pas demandé autre chose? Il m'a dit, je n'avais pas prévu qu'il me répondrait comme ça. Alors je lui dis, comme tu ne l'as pas prévu, tu vas lui mettre 4. Ben oui, c'est ce que je pense, c'est normal, non? Parce que je ne peux pas lui mettre 0, il a quand même écrit des choses. Et là, vous dites, il faut répondre maintenant. Vous n'allez pas lui dire que c'est vraiment trop beau. Ben si, vous allez. Bon, ça dépend, quand même, s'il est plus gradé que vous. Vous voyez? Si vous êtes là dans la hiérarchie et que lui il est là, et que vous attendez pour être promu au cran 1, alors que lui il est au cran 8, 8 c'est vraiment très con. Et l'autre, il vous sourit et vous dites, t'inquiète pas, je m'en souviendrai. Non, mais il y a un minimum, vous voyez. Bon, alors, on a fait un compromis, on l'a mis à 18 parce que ça l'énervait, qu'il n'avait pas répondu ce qu'il voulait. Mais quand même, je lui dis, si le type il est bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas de notre faute. Tu as raison, c'est pas de notre faute. Ouais. Alors, comment? C'est triste que ce soit pas de votre faute, c'est vous. Non, vous inquiétez pas. C'est parce que c'était au début. Vous voyez, vous faites un test de niveau. C'est pire. Là, on est vraiment, c'est pas de notre faute. Mais le test de niveau, c'est notre faute quand même. Alors, vous faites un test de niveau qui est ridicule pour l'autre. Alors, il va écrire, c'est ridicule, je ne peux pas être mesuré. Alors, je vais vous donner un autre exemple, si vous pensez que ce ne soit pas de notre faute. Donc, ça, c'est un enfant, dans la catégorie surdoué. Et en fait, sur les 20 questions qu'on lui pose, il répond une sur deux. Et donc, sur les 10, il répond juste. Donc, en fait, il a un QI moyen. Le problème, c'est que ça va en difficulté croissante. Donc, normalement, il ne devrait pas répondre vers la fin. Évidemment, qu'est-ce qu'il comprend le psy? C'est que le gamin se fout de lui. Il lui dit, ton test est tellement nul que je peux répondre une fois sur deux, et je répondrai tout juste, mais c'est une fois sur deux. Donc maintenant, mets la note. C'est énervant, quand même. D'accord? Bon. Alors, imaginez, je récupère des gamins comme ça. Alors, mais ces gamins-là que vous essayez de comprendre, et que vous en faites partie, parce que forcément, là-dedans, c'est le temps. Statistiquement, vous en faites partie. Quoi? C'est des experts. Oui, ben ouais, justement. Voilà. De toute façon, c'est 1 sur 50. Donc dès qu'on est plus de 50, il y en a 1. C'est ce que dit la statistique. D'ailleurs, c'est pour ça que, du point de vue social, on dit on peut vous démontrer ça de façon statistique. On ne dit pas mathématique, parce que là, on sait que c'est faux. La statistique, ça va marcher à peu près, quoi. Eh bien, ces cas-là, vous vous rendre compte que si vous leur donnez un test où il n'y a que 5 questions et ils n'arrivent pas à en comprendre 2, ils sont contents. Parce qu'ils disent c'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui arrivent à poser des questions qu'on ne peut pas répondre. Ce qui est votre cas, on est d'accord. Hein? Si on vous pose 5 questions, vous ne comprenez même pas l'exemple de la question 1, vous êtes content parce que vous dites, bon voilà, ça c'est un vrai test où je vais avoir de la difficulté à répondre. Non? Vous n'avez pas cette tradition d'Extrême-Orient où on ne combat qu'un adversaire que s'il est capable de nous vaincre. Non? Vous avez une tradition plus occidentale, j'ai l'impression là. Hein? Genre, on le combat que si on est sûr de vaincre. Pas la peine de se faire... voilà. C'est normal. Bon, c'est plus efficace en général, mais enfin, c'est pas aussi digne sur le plan didactique. Alors, là, c'est pareil. Donc, les questions, par exemple, si vous préférez, quelle est votre couleur préférée? Bien. Les goûts et les couleurs, vous savez ce qu'on dit. Alors, je vais vous proposer quelque chose, ça vous prendra quelques secondes pour le remplir. Je vous demande de trouver vos 10 couleurs préférées et de les noter dans l'ordre de préférence. Vous avez le droit qu'à 10, vous ne mettez pas l'ordinateur avec des milliards de choix. Vous pouvez prendre des couleurs bizarres. Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'en avez que 10. Et vous les mettez dans l'ordre. Alors c'est ce qu'on va appeler ça votre signature chromatique. Vous serez surpris par exemple de constater que dans la salle, il y a des gens qui ont la même signature chromatique que vous. Alors il y en a qui vont se dire c'est sûr, pas sûr, ça dépend combien. Bon, d'abord, si vous ne le faites pas, c'est pas possible.
que je vous vois en train de réfléchir. Vous n'avez pas fait les 10 déjà. Vous n'avez pas appelé couleur 1, 2, 3, jusqu'à 10. Il y en a qui font comme ça. Bon. Alors, vous avez mis 1 sur celle que vous préférez. C'est jamais. Voilà. Alors, question vicieuse, est-ce que tout le monde a répondu sur les 10? C'est-à-dire que si je vous interrogeais, que je ne vais pas vous interroger, parce que c'était notre contrat social, vous sauriez lesquels c'est. Ma marraine, elle n'a même pas essayé. Non, mais 10, c'est trop. Trop? Ça c'est drôle. C'est vraiment un commentaire de française. Non mais c'est vrai. Il y a trop de droits en France. Il faudrait qu'il y en ait un, c'est tout. Oui. Ah non, c'est pas pour eux. D'accord. On est d'accord. On va tenir compte de cette remarque. Alors, je vais vous dire où on va. Par exemple, les enfants, ils n'aiment pas faire du coloriage noir, seul. Alors que c'est l'histoire de l'humanité. On commence par le trait et après on met la couleur. Donc ce que font les parents, c'est qu'ils leur donnent du couleur à colorier. Ce qui fait qu'après, ça peut dessiner le trait. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Eh bien, on leur dit les 10. On leur dit prendre la couleur préférée, on a 1. Madame, c'est le numéro 1. Et en fait, on va faire tout le dessin avec cette couleur. Donc finalement, on a un isomorphisme. Ça revient à redessiner en noir, simplement, ça sera par exemple rose, bleu, je ne sais pas. Bon. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'enfant dessine dans sa couleur, son espace mental reste le même, mais en fait, on arrive à faire le traitement qu'on ferait avec un noir. Et à la fin, on se dit, pourquoi on utilise le graphite? Oui, le gris, quoi, pour dessiner. Pourquoi on fait ça? Eh bien, justement, c'est parce que ça s'efface bien. C'est ça le paradoxe. Parce que dès que vous mettez de la couleur, pour effacer de la couleur, il faut bien y aller. Hein. C'est moins cher, le gris. C'est moins cher. C'est moins cher, pourquoi? Non, la couleur grise, c'est pas moins cher. C'est le graphite. Souvent, vous savez, le moins cher, c'est fait par le fait que les gens en achètent plus et d'autres moins. Le caviar en Russie, c'est tous les jours. Voilà, on en arrive à être écœuré. Alors qu'en France, pour être écœuré, c'est dur quand même. Hein. Moi j'ai vu au Hall, à Lyon, hein, vous voulez du caviar, vous voulez 30 grammes ou 50? Des boîtes de 30 grammes. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est totalement une boîte mathématique, donc elle a l'air normale, la boîte. Vous la retournez, elle est super concave. Voilà. Et vous dites, ah putain, c'est pour ça. Parce que un estimateur dit que c'est pas possible qu'il y ait 30 grammes. Et vous retournez et vous dites, c'est possible. Voilà. Là, c'est encore plus beau, parce que voilà, tout est faisable. Et vous dites, est-ce que vous avez quelque chose pour le manger? Donc, vous êtes comme ça, vous êtes en train de vous promener, d'accord? Vous allez vous arrêter. Est-ce que vous avez quelque chose pour manger? Non, sur moi, je ne porte pas des choses pour manger le caviar comme ça. Alors, il a des petites fourchettes pour dégustation caviar pur. Ça, si on le fait ensemble aussi, je dirais, c'est la louche. Oui, bon. Alors, je parle simplement de ça pour notre tendance des couleurs. Alors, ça a l'air d'être simple, la tendance des couleurs. Alors, cette dame a raison. Par exemple, vous avez votre couleur préférée et vous voulez peindre votre chambre avec votre couleur préférée, ça peut être la mort. Parce qu'évidemment, si c'est dans un système clos avec un éclairage, etc., ça ne va pas bien. Bon. Alors, revenons donc au choix. Maintenant, si je vous dis placer un cercle dans un triangle. Bon, il faut que vous fassiez un peu un effort, il faut le faire de temps en temps. Vous ne voulez faire aucun exercice, vous voulez simplement qu'on parle de façon générale, c'est mieux? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais après, vous ne me dites pas que... Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi ce qu'il a dit? Et une fois qu'on l'a fait, on fait le contraire. Donc, on ne rature pas ce qu'on a fait, hein. C'est pas ça que je veux dire par contraire. Alors, vous allez vous rendre compte que vous avez une tendance à préférer l'un à l'autre.
Alors que mon énoncé est symétrique. Ensuite, vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas partie de l'expérience, c'est si votre triangle pointe vers le haut ou vers le bas. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sexuel pour l'instant, c'est pas grave, quel que soit votre triangle. Je vais voir le triangle de madame qui est quand même un bon public. Ah, elle l'a mis à l'intérieur, d'accord. Ils ont décidé de faire ça. Moi, c'est pas ce que j'ai demandé, mais on est d'accord. En tout cas, vous êtes. Oui, c'est ça, c'est le deuxième. Voilà, vous avez fait une partie de l'énoncé. D'accord. C'est pas grave, je peux le retirer. C'est assez intéressant parce que vous êtes d'accord que j'ai posé deux questions. Et il y en a qui ont compris qu'en fait, les deux questions étaient à l'intérieur de la même. Donc moi, quand j'ai dit « et vous faites le contraire », il y en a qui ont fait le contraire sur ça. C'est faisable. D'accord. Je vous dis un triangle dans un cercle, et après vous faites le contraire. Vous remettez un triangle par-dessus. Vous imaginez. Mais si on était vraiment cohérent, je m'entends là, ceux-là, en plus ils sont d'accord. C'est que quand vous avez fait le contraire, vous ne pouvez pas arrêter au triangle. Si ça fait partie du même énoncé, d'accord? Je dis donc, je la refais pour tout le monde, pour ceux qui ne suivent pas. Donc, je vais mettre un triangle dans un cercle, et je dis le contraire. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris le cercle dans le triangle. Et pourquoi ils n'ont pas pris le cercle que je viens d'énoncer? Non, moi j'ai fait le cercle à l'extérieur du triangle. Et en fait, à la fin, vous êtes retrouvés. Oui, bah, c'est bien. Donc vous avez la même réponse, mais pas avec la même technique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que je demandais. On est d'accord? Donc effectivement, c'est intéressant parce qu'après, quand moi je dis, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous préférez, vous ne pouviez pas parce que c'était le même objet. D'accord, bien. Donc je préciserai une question. Donc, un autre exemple facile pour voir un peu des choses conceptuelles, c'est les figures. Par exemple, vous préférez, donc vous notez si vous avez envie, vous préférez le triangle ou le carré? Dessiner. Et ensuite, si vous préférez le carré ou le pentagone. À chaque fois quand vous dessinez, essayez de dessiner sans trop y réfléchir, exprès, pour pouvoir y réfléchir après, et pour vous rendre compte que ce que vous faites, c'est choisi par votre cerveau, mais sans qu'il vous le dise. Par exemple, votre pentagone. S'il y en a qui ont dessiné un pentagone, vous avez mis un sommet qui pointe vers le haut, ou un sommet qui pointe vers le bas, ou un sommet quelconque. Par exemple, vous avez démarré avec un pentagone plat, et après c'est parti comme ça, ou vous avez démarré avec la pointe. Ce qui est encore plus intéressant, c'est si vous repérez les sommets, et vous notez dans quel ordre vous les avez faits. Alors ça, c'est vraiment, ça tue parce que c'est très très caractéristique. Alors ce qui est assez intéressant, donc il y en a normalement parmi vous qui doivent se dire, est-ce que c'est des trucs comme l'astrologie par exemple, ce qu'il est en train de faire. Alors, donc pour vous rendre compte à quel point j'aime l'astrologie, c'est très facile l'astrologie. Il faut prendre un astrologue, bien, un qui est bien, avec des choses, comment dire, avec un ordinateur, il faut le prendre avec un ordinateur, vous le déplacez 200 ans avant, vous lui dites quel jour vous êtes, il peut savoir toute la configuration des planètes, il n'y a pas de problème, ça ne va pas bouger, et vous lui dites qu'est-ce qui va se passer demain. Et là, il va vous dire que faire des efforts dans votre travail, c'est important d'avoir des amis, et qu'il faut toujours faire attention à la copine de sa femme. Vous voyez, ce genre de truc. Et on te dit, mais c'est quand même pas précis ça, parce qu'on vous a dit que c'était tel jour. Oui, non, mais ça marche. Donc ce qui est important, par exemple, dans l'astrologie, ce qui marche, c'est qu'on nous dit ce qui va se passer demain. Évidemment, on oublie qu'on nous l'a dit, on le fabrique et on trouve que c'est cohérent. Donc c'est ce qu'on appelle de l'autoprophétie contrôlée. Ça marche bien, hein, ça marche. Dans les entreprises, ça marche très bien. Ça marche très bien. Demain, on aura de l'argent. Tout le monde travaille, parce que tout le monde pense qu'on aura de l'argent, et évidemment, ils travaillent, et comme on a de l'argent, ben, on a de l'argent comme on avait prévu. C'est pour ça que le pire, c'est à l'envers. Pour les banques, il n'y a plus d'argent, tout le monde va chercher son prix. Évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est que
même s'ils allaient prendre leur argent, même si tout allait bien, il y aurait quand même banqueroute de la banque. Parce qu'elle ne peut pas soutenir un appel aussi massif de tous les gens qui sont là. Alors évidemment, ça, si on leur disait, évidemment, ils partiraient de cette banque, ils iraient dans une autre. Ou l'autre dirait que nous, on n'a pas ce problème. Alors, pour ça, pour vous dire que l'influence. Alors, on va prendre le premier critère. Donc, vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire. Les lettres, les grosses lettres, vous les lisez. Hein. D'accord? Donc, en fait, le premier, c'est l'extraversion-introversion. Donc, vous êtes plutôt... Vous ne montrez pas ce que vous faites. Hein. Donc, vous faites des petites lettres. De toute façon, vous faites la même chose à la fin. J'imagine un va mettre un I, après l'autre il mettra 3 barres, ça sera un E. Alors, si vous êtes plutôt extraverti ou introverti, voilà, vous notez ça. Donc, je ne vous pose pas des questions. S'il y en a qui veulent faire ce genre de questions sur Internet, ça va très bien. Mais enfin, essayez de trouver des sites où il y a vraiment assez de questions. Par exemple, plus de 200. Parce que s'il y a, par exemple, 3 questions, les problèmes d'autocohérence de vos appels. Alors, donc là, ça veut dire en fait. Attention, hein, c'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous préférez. Okay? Vous préférez. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, ça va vous donner un critère. Alors, en fait, dans ce système de Myers-Briggs, on a 4 choix, hein, de 2, donc ce qui fait qu'on va créer 16 catégories. Alors, on pourrait créer d'autres catégories. Dans un autre séminaire, vous vous rappelez, on avait regardé par exemple pied droit, pied gauche, main droite, main gauche, œil droit, œil gauche. Ça vous faisait déjà 8 catégories. Alors c'est assez intéressant de notre point de vue, c'est quand on trouve des catégories compatibles avec d'autres catégories. C'est ce qu'on appelle une opération conforme. Au départ, vous dites, bon, bah, ça, par exemple, droite-gauche pour l'œil, tout cela, ça paraît très stable. Et puis après, vous vous rendez compte que ça, cette catégorie qui est très stable, apparaît dans un autre modèle, où là, les questions étaient quand même assez floues. Vous voyez? Par exemple, sur les 16, si je vous disais qu'une des catégories dont je viens de parler, dans l'autre, répond la même chose. Vous me diriez, c'est quand même incroyable. Parce que l'autre, ça a l'air d'être vraiment de la physique, hein, même de la biologie. Alors, donc le deuxième choix, d'accord, c'est si vous préférez vous tenir au problème, on va dire sensing, parce que là c'est en anglais, ou alors de l'intuition. Alors l'intuition, ça va faire un N. Pourquoi dans le système on met un N? C'est la deuxième lettre du mot intuition. J'explique ça pour les dogmatiques qui vont me dire l'intuition, ça commence par I. Évidemment, avec introversion, on aura un problème. Donc on a pris 4 lettres qui sont caractéristiques. Alors le problème, donc là c'est pareil. C'est par exemple, si je vous dis, est-ce que vous préférez décrire des choses de façon poétique ou de façon descriptive? Voilà, assez flou quand même ça. D'ailleurs, on pourrait aimer les deux. Est-ce qu'on a une petite tendance? Oui. Donc si vous prenez un poète, par exemple, qui écrit, vous avez du mal à dire qu'il aime être prosaïque et pragmatique. Alors que si vous prenez un ingénieur qui vous dit ça sera poétique, pas ma maison, pas ma maison. Tout le reste, de la poésie, architecte c'est encore pire parce que là ça devient vite très grand. Mais finalement, pour les spécialistes, est-ce qu'on pourrait dire par exemple que le musée des Confluences n'est pas quelque chose de poétique? C'est difficile, moi je trouve. On ne peut pas lui mettre quelque chose de poétique alors que bon, il y en a qui ne peuvent pas aimer. Hein. Bon, moi j'aime, de toute façon, voilà. Mais j'étais très content qu'on le fasse là-bas. Je le dis pareil. Hein. Pareil. Donc, pour prendre une décision, alors vous basez plus sur l'aspect cognitif, donc vous pensez, ou sur le sentiment. Donc vous inquiétez pas, hein, on n'est pas dans le cadre de la justice, vous pouvez répondre à les personnes accusées. Vous imaginez si on posait ces questions par exemple à un juge? Non mais ça serait intéressant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la catégorie dans laquelle il est, à la fin. C'est assez intéressant de voir, d'ailleurs il y a une catégorie qui s'appelle juge. Pas juge, pas lui là, hein, mais juge. Bon, alors, c'est bon, vous êtes tous à 3 lettres déjà? Ok. Alors justement là, est-ce que vous préférez en fait
percevoir. La perception, hein, parce qu'il y en a qui vont dire. Est-ce que vous vous basez plus sur le jugement ou la perception? Alors vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire qu'est-ce que c'est la différence, etc. Et je pense que vous savez, je ne veux pas vous donner trop d'explications parce que plus je vais donner d'explications, plus je vais vous faire diverger. Donc vous allez choisir plutôt ça que ça. Si je vous avais donné une autre explication, vous aurez pris l'autre. Alors, donc là maintenant, vous avez ces 16 catégories. Ce qui est bien, c'est pas grave hein, que vous soyez dans l'une des 16. Ce qui serait grave, c'est que vous soyez à l'extérieur. Oui, parce que je vous ai posé que des questions closes, l'un ou l'autre. Évidemment, c'est l'un. Elle n'a pas répondu, je ne sais pas. Si elle l'a fait. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est cohérent avec la première pour les couleurs. Donc, vous remarquez ensuite, vous avez l'impression, vous voyez les coloris? Alors on se dit, bon, bah, ils ont mis ça de façon comme ça. Mais en fait, si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte, par exemple, que par ligne, vous avez deux couleurs, donc 2 sur les 4. Donc là, c'est un peu vicieux, parce que je ne vous donne pas l'explication. C'est simplement pour vous dire que vous allez vous retrouver dans une des 16 catégories. Est-ce que tout le monde peut me dire qu'il sait dans quelle catégorie il est au niveau des lettres? Oui? Il y en a. Sinon, je répète. Non, il y en a qui ne savent pas, parce que vous n'avez pas répondu. Non, mais les questions étaient claires. Je ne voulais pas. Enfin, elles étaient suffisamment floues pour être claires dans le cadre de la question. Pour madame. Si c'était trop clair, vous avez été. Mais si j'étais trop clair, si par exemple je vous disais, vous préférez un ou deux? Oui, j'ai bien repéré, oui. Bien. C'est bien, c'est bien. Vous savez, c'est ce qu'on dit en stratégie. Hein. Si on vous donne 2 choix, il faut toujours prendre le 3e. En stratégie. Bon, voilà. Alors, ça vous donne cet exemple-là. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour voir ce qu'on peut faire. Mais ce qui est assez important, c'est de voir qu'on a ces tendances. Alors, essayez de le voir maintenant avec... je recache. C'est sûr que tout le monde avait choisi, on est d'accord? Oui. Je sens qu'il y en a qui vont changer juste après avoir vu le nom et la caractérisation. Non? Si peu. J'ai pris celui d'à côté. Bon, très bien. Alors, on est là. Alors, attention, parce que ce modèle-là, il s'interfère avec 4 autres modèles. Comme ça, il est quand même bien plus stable. Alors, vous reprenez vos critères. Vous voyez, vos 4 lettres. Mais là, vous repérez que vous êtes dans des cadres différents. Donc, ces cadres différents vont vous donner, donc là, par exemple, vous voyez le disque. Donc, on a les 4 quartiers, donc le genre. Là, on a un cassé, ça va donner en fait ce schéma-là. Vous remarquez, hein, attention le schéma. C'est-à-dire que le dessin qui est derrière est révélateur par rapport à ça. D'accord? Et ensuite, on va avoir les tempéraments en bas. Donc, c'est assez rigolo parce qu'au départ, on se met dans un critère, on a l'impression qu'il est un peu abstrait. Et puis finalement, quand on le retrouve, si vous voulez, je pourrais les donner à Patricia, comme ça elle pourra vous les envoyer, si c'est ça. Voilà. Donc là maintenant, Patricia va dire le 4, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Non, je l'enverrai qu'à ça. Bon, voilà. Donc, alors les catégories. Donc maintenant, vous avez vu dans quelle catégorie vous êtes? Alors, c'est quand même assez bien fait parce que les gens sont tous contents de leur catégorie. C'est à peu près ce qui se passe. Alors, il y a 2 phénomènes que vous pouvez voir. Vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, vous allez simplement au comptoir, vous demandez votre chambre, tout le monde vous parle comme si vous étiez le roi et la reine, d'accord? Et là où ça vous énerve, c'est que si vous partez, vous voyez, comme ça, vous restez simplement à 5 mètres et ils font la même chose avec l'autre. Alors là, c'est énervant, ça. C'est pour ça que si vous allez en couple, il faut vite faire partir de cette zone votre femme pour la convaincre dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. T'as vu, je t'ai amené quoi. Parce que sinon, c'est le reste avec la suivante, c'est pas bon. Alors là, c'est pareil en fait pour ceux qui aiment il y en a qui parmi vous qui aiment l'astrologie. Alors ceux qui aiment l'astrologie, ne lisez pas les autres signes. Il faut lire que le sien. D'accord? Si vous lisez les 12, alors qu'il devrait en avoir 13, parce que c'est le problème des constellations, eh bien, chaque fois que vous lisez les 12 en entier, moi je l'ai vu, les gens croient moins. Ben, si c'est comme ça. Bon,
Alors, donc, la catégorie, vous voyez, donc, ça c'est les couleurs. Là, vous êtes dans les catégories. Alors, quand vous m'avez dit, vous savez votre nom, vous avez pris quel nom? Vous avez pris ce qui est en dessous des 4 lettres, vous avez pris ce qui est là, vous avez pris ce qui est vertical, parce qu'on a 4 modèles. Hein. Vous avez pris le dessin. Là, les 4. Vous avez pris le dessin aussi? Oui. Très bien. Alors, c'est quoi votre dessin? La flèche. La flèche. En bas à gauche. Ah, c'est ça que vous appelez le dessin. Bon, alors, je refais ça. Je sais que vous deux, vous êtes spécialistes des... Voilà. Alors, je parle de cela. On est d'accord? C'est bien la flèche. Non, mais c'est bien la flèche. De toute façon, le dessin et le carré est dans la flèche. Enfin, la flèche est dans le carré. Alors, on va se mettre d'accord pour une fois. La flèche n'est pas dans le carré n'est pas dans la flèche, mais ils sont l'un sur l'autre. Bon, d'accord. Non, mais on est d'accord que la flèche dépasse du carré. Oui. Vous n'allez pas dire dans. Et vous trouvez que le carré rentre dans la flèche. On est d'accord, c'est du vocabulaire. Très bien. Alors, vous avez votre carré. Donc, ce que moi je vous posais, la réponse était votre carré, d'accord? Donc, si vous êtes dans la catégorie carré, vous êtes dans rationnel, hein? Donc, rationnel et analyse. Ça vous surprend. Mais on n'a pas fait vraiment de test, on est d'accord? En fait, la première chose qu'on a fait, c'est simplement vous poser 4 questions, vous avez une tendance à répondre plus à l'un à l'autre. Le test est beaucoup plus fin que ça, mais c'est assez intéressant de vous rendre compte que rapidement, vous pouvez être dans une zone alors qu'en fait, vous n'y attendez pas. Alors, on prend un autre exemple ici. Alors, vous vous rappelez, il faut toujours se rappeler de votre code. Hein. Alors, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a certains codes qui sont dans la même couleur. En fait, ça veut dire que simplement, on s'est mis dans un cadre moindre, donc on est dans un cadre plus fin. Donc là, vous voyez la différence. Donc, vous devez repérer votre couleur, et en fait, le mot qui doit vous intéresser ici, c'est ça. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement ce qu'on a fait précédemment. Donc, vous avez encore une autre caractéristique. Alors, tout ça, c'est pour vous inciter, hein, c'est le but aussi de cette formation. Ce n'est pas de savoir exactement comment vous êtes maintenant, mais c'est un peu de le rechercher parce que vous allez avoir une tendance à répondre différemment sur des questions clés en fonction de votre catégorie. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment si efficace que ça? Non, c'est en gros, d'accord? C'est des tendances. Alors, par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, après le choix de leurs 4 lettres et le choix de ça, considèrent que c'est vraiment hors de question que ce soit eux? Oui, vous dites, c'est faux, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Vous détestez la peinture et vous y mettez peintre. Genre, c'est un test à la con, c'est pas possible. Voilà. Bon, alors imaginez. Mais ce qui est assez surprenant dans ces tests, c'est que des fois, on repère ce qu'on aurait voulu faire qu'on n'a pas fait. Donc au départ, on se dit, ben, ça va répondre ce qu'on est. Quoi. Et puis finalement, si vous avez dit, par exemple, je prends monsieur, je lui dis, est-ce que vous voulez revivre la même vie ou une autre? Comment? Certainement une autre. Voilà, mais je peux vous dire que certainement tout le monde ne va pas répondre la même chose. Donc il y en a qui vont dire, super ma vie, je préfère celle-là. Et ceux qui sont très, comment dire, conservatifs vont dire, ouh là là, j'ai déjà eu celle-là, on va voir les autres. Hein. Voilà. Alors que vous, en fait, on comprend que dans votre point de vue, bon, je caricature, mais que votre vie, c'est pourri. Donc certainement... Je vais la refaire pour vous, mais sans vous. Alors, est-ce que vous allez voter pour le gouvernement en place? Et je réponds pour tous, sauf lui. En fait, on a compris que vous n'avez fait aucun choix, mais vous avez fait un choix négatif, que vous ne voulez pas celui-là. On est d'accord, c'est ça qu'on entend. Hein?
Vous voulez un garçon ou une fille? Pas de garçon. Donc, vous pouvez avoir un transsexuel. Vous n'avez rien dit encore, donc c'est faisable. Hein, voilà. Donc, de toute façon, on est assez ouvert d'esprit maintenant. C'est pareil, les gens disent, est-ce que vous voulez que votre fils se marie avec une femme? Vous dites, mais il va y avoir beaucoup de choix. Voilà. Et en fait, il y en a, quoi. Mais en fait, au départ, vous n'y pensez pas, quand même. Hein. Et après, vous regardez les réponses des gens, vous dites, c'est pas possible, ils ont pensé à ça? Ah oui. Par exemple, si on faisait le test dans l'Antiquité égyptienne, est-ce que le frère peut se marier avec la sœur? Oui. Ah oui, tiens. D'accord, ça c'est pour faire plaisir à l'autre. Si on change complètement le contexte, on a vraiment un cadre totalement différent. Alors, un autre cadre totalement différent. Vous avez vu qu'en ce moment, la mode pour les femmes, enfin les jeunes femmes, c'est d'avoir des pantalons déchirés au niveau des genoux. Oui. Bon, les hommes se disent c'est dommage que ce soit au genou, ils auraient pu déchirer ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est au genou. Voilà. Alors, c'est assez drôle parce que finalement, vous savez que c'est quand même des choses qui sont défoncées pour être comme ça, on est d'accord, bien entendu. Alors, avant, si vous avez un petit trou, on disait, enfin, quand même, je vois bien, il faut changer, quoi, tout le monde te voit. Tu vois, ça fait penser à Jeff, hein, allez, de Brel. Bon, alors, et là maintenant, comme le trou est très gros, alors d'ailleurs vous avez remarqué, hein, tout le monde, c'est que les trous sont très gros. Très cher. Avant, oui, on paye le trou. Ça ressemble un peu au sous-vêtement. Alors, le trou, quand il est plus gros, on sait que c'est pas possible que ce soit une erreur. Tiens, il a mis ça comme ça, il a déchiré, il a mis le non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez un effet de mode. Si vous voulez certifier que c'est un effet de mode, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le certifier. Eh bien, c'est simple, il faut aller avec exactement le même accoutrement dans un autre pays. Et quand vous allez regarder le regard des autres sur vous, vous comprendrez que c'est un effet de mode chez vous. Par exemple, cet effet de mode, chez les Inuits, dans le Grand Nord du Canada, ça ne doit pas passer vraiment. D'accord? Voilà, c'est pareil. Donc, si vous prenez, vous, maintenant, des lunettes qui sont linéaires, hein, comme ils ont, à la vie courante, ça fait un peu char d'assaut, hein, pour ceux qui en ont fait. Alors, je continue là-dessus pour vous rendre compte que quand on est dans le cadre flou, alors là, c'est sympa. Hein, là, alors vous inquiétez pas, vous ne voyez pas trop. Bon, ça peut être que sympa. Là, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des personnes célèbres qui sont dans votre catégorie. Alors ça fait plaisir à tout le monde. Parce qu'on peut toujours trouver 16 personnes célèbres. On a besoin de 16. Hein, bon. Alors, là maintenant, si vous préférez par exemple être Einstein ou Mère Teresa, c'est un problème. Mais si vous tombez dans cette catégorie, vous dites quand même une sainte, bon alors Einstein, un génie, bon bah c'est bon, je suis dans la bonne catégorie. Donc vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas bien, ils sont tous. Hein. Vous avez Martin Luther King, vous avez Gandhi, vous avez aussi Napoléon. Donc c'est toutes les tendances. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simplement qu'on a pris des personnes qui étaient, entre guillemets, caricaturales dans cette catégorie. Comme ça, comme on les connaît bien, on voit bien dans quelle catégorie on pourrait mettre, par exemple, Churchill, etc. Alors, il y a des personnes qui sont moins connues, et il y en a qui ont une vie qui n'est pas forcément à suivre. Vous vous rappelez du test fameux, est-ce que vous croyez en quelqu'un qui fume, qui boit, vous vous rappelez? Non? Ça vous dit rien? Enfin, c'était pour montrer que Hitler ne faisait rien, et Churchill était le contraire. Donc quand on faisait les critères, on disait, oh là là, celui-là, il doit être vraiment pourri. Et puis après, on voyait que celui qui était super nickel, c'était Hitler. Non, c'était après qu'on faisait cet humour. Avant, il fallait être, tu vois, genre Charlie Chaplin pour faire de l'humour pendant la guerre. Il faut quand même en avoir des comme ça. Hein, parce que, évidemment, tu fais ça aux États-Unis, tu n'es pas totalement idiot, tu ne fais pas ça en pleine Allemagne nazie. Mais le fait qu'il l'ait fait pendant la guerre, c'est vraiment chapeau. Fin de la guerre. Non, tu regarderas. Ça fera de la peine. Tu regardes quand même. Un comique. Alors, maintenant, on va passer dans un autre cadre, un peu plus abstrait. Alors, celui-là, il ne va pas vous plaire, mais ce n'est pas grave. Hein.
puis c'est assez moche. Alors là, c'est un peu différent, c'est qu'en fait, la partie, si vous voulez, la plus basse, donc on a des strates. Donc c'est la théorie du facteur G. Le facteur G, c'est le facteur qui est très près de l'intelligence non culturelle, acculturelle, on dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des... Alors, je vais vous donner un exemple, peut-être je vais sauter. Je vais vous donner ça comme exemple. Vous voyez, alors là, c'est même fait exprès, que vous n'ayez même pas à la résoudre. Donc, c'est un test de type Ravel. Donc, vous avez ça donne ça, ça, et celui qui rentre là, c'est 1, 2, c'est 8. On est d'accord. Donc ça, on pourrait dire que c'est quand même vraiment très bas, dans le cadre où c'est difficile de ne pas repérer le motif. On est d'accord. Bon, mais quand même, il faut bien vous rendre compte que des fois, c'est une difficulté. Par exemple, on avait fait des tests de ce genre basés sur des jeux de cartes en Afrique. Le résultat était très mauvais parce que les jeux de cartes n'étaient quasiment pas connus. Donc, alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé toutes les questions dans un jeu africain connu, une transposition, mais là, les résultats étaient bien meilleurs. On est d'accord. Donc, quand on va dire non culturel, ça veut dire qu'on est dans ce cadre-là. Peut-être que je vais définir aussi ça. Alors, ça, c'est par rapport au quotient. Bon, c'est pas grave, hein, si vous ne croyez pas à l'existence de l'intelligence, du QI, des surdoués ou pas surdoués, c'est pas important. C'est simplement pour l'instant que je vous dise le vocabulaire. Alors, donc là, si on est dans le cadre d'une courbe de Gauss, ça c'est encore à faire, donc il faut quand même qu'on soit dans une population plutôt adulte, eh bien le 95% des gens est là-dedans. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, donc là on a une déviation standard, donc on est en base 15. 1, 2. Donc dans les deux déviations, moins 2 plus 2, on a 95% des gens. Mais d'accord, je ne dis pas que vous croyez ça, je dis simplement c'est le modèle de Gauss. Alors, ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel, c'est quand on est là-dedans. Donc cette barre-là, en fait, ça va nous faire le 2%, c'est pareil ici. Alors, soyez assez cohérents, parce qu'il y en a qui croient de ce côté et qui croient qu'il n'y a rien de ce côté. C'est le même modèle. Hein. Alors, s'il y a des gens d'un côté, il faut qu'ils soient de l'autre côté aussi, hein, parce que sinon, vous coupez le modèle. Et un modèle de Gauss qui marche que à droite, bon, je sais bien qu'il y en a qui préfèrent, mais ça marche aussi à gauche et vice-versa. Alors, et ça, c'est très haut. Donc là, on est à 145. Alors, pour vous rendre compte, donc là, on est à 2% de la population, donc c'est à peu près une personne sur 50, alors que là, après 145, c'est une personne sur 1000. On est d'accord? Bon, ça, c'est simplement, je fais des références à ce qu'on dit précédemment. Donc, vous comprenez bien, par exemple, maintenant, quand je vous ai dit que ça, c'est relativement simple, si on est dans cette zone, c'est pas simple du tout. Hein. D'accord, ça, même ça. Alors, vous allez vous rendre compte, par exemple, dans ce type de test, la première question qui est posée, c'est, il y a 9 fois, il y a 8 fois le même objet, d'accord? Et on vous demande le 9e, il y a quand même des gens qui ne répondent pas le 9e, d'accord? C'est le même objet. Donc, je dis ça pour que vous compreniez que si le test démarre comme ça veut dire qu'il démarre à partir d'un certain rang. Et que les gens en dessous, ils croient que c'est totalement, je ne sais pas moi, au hasard, donc ils répondent un des 8 qui n'a rien à voir avec les 8 autres. Donc ils sont identiques. D'accord. Bon, il y en a cette catégorie, il faut le gérer. D'ailleurs, ce qu'on fait concerne aussi cette catégorie. Alors, je reviens maintenant à notre modèle. Donc, en fait, là, si vous voulez, donc on va avoir des catégories. Donc, le G, ça va être le facteur déterminant du noyau. C'est-à-dire que c'est en gros ce que vous êtes si vous n'avez jamais rien fait. Vous allez me dire, mais depuis le début, on fait quelque chose. Mais c'est votre noyau intellectuel. C'est l'idée de cette théorie. S'il y en a qui n'aiment pas cette théorie, vous revenez à l'autre, hein, d'accord? Et s'il y en a qui n'aiment pas ni l'autre, on en fera une autre, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est comment ça se fonctionne. Alors ça se fonctionne celui-là par strate, c'est-à-dire que les points les plus bas, c'est ce qui est testable. Ensuite, on va avoir une triple fusion. Donc en fait, on va vous poser des questions. Hein? Et puis en fait, on va fusionner certains résultats, pas d'autres. D'accord?
Donc là, vous voyez par exemple que la lettre qui est indiquée, c'est par rapport au F. Alors on peut avoir une série de catégories, là par exemple, là, ce serait 3. Et ensuite, cet ensemble de résultats va être remplacé là-dedans. Alors, pour un modèle plus concret, c'est ce qu'on appelle par exemple le Waze, hein, ou le WISC 3, ou le Waze 3-4. Donc, c'est des tests, on va dire, classiques, dans une échelle de Wechsler. Et on a d'autres tests de type Cattell. Alors vous allez me dire, est-ce que ça nous intéresse, nous? En fait, ça nous intéresse grandement, sans forcément le dire officiellement. C'est-à-dire que, en gros, on pourrait vous demander des je fais exprès de ne pas indiquer les catégories, d'être là-dedans, sans que vous le cherchiez, et en fait, vous êtes là-dedans, sans qu'on vous le demande. Comme tout à l'heure. Alors, voilà. Donc on va le voir maintenant de façon plus claire. Si on est en fait dans cette catégorie, le P, là, normalement ça devrait vous plaire un peu plus. Donc là en fait on est dans le modèle de Cattell, Horn, Carroll. Donc on a par exemple des tests de type Cattell. Alors, les tests de type Cattell, c'est des déviations standards en base 24, donc c'est très étendu. Ça permet d'avoir une très grande précision, même pour des gens qui sont sur des QI très près de 100. Là, en fait, vous pouvez avoir des réponses du genre 117. Alors que pour d'autres, quand vous êtes plus compressé, on regarde plus ce qui est au bord. Alors là, par exemple, ici, c'est psychomoteur. D'accord? Là, quand on parle de la perception, donc ça va être en fait... ça peut être kinesthésique, ça peut être visuel, spatial. Et attention, hein, ça c'est déjà 5 catégories différentes. Donc, par exemple, moi je serais vous, je le noterai ça. Donc on est en perception, et je voudrais que vous notiez comme si c'était 10 couleurs, mais on n'en aura que 5. Si vous êtes plutôt visuel, spatial, vous avez qu'à noter les noms et puis après vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Si vous êtes plutôt dans le cadre de l'audition, donc de l'écoute, si c'est plutôt que vous sentez, si c'est plutôt tactile et kinesthésique. Alors en fait, finalement, ça va être un des 5 sens qui est plus dominant que les autres. Vous allez me dire, mais c'est sûr qu'on en a tous. Eh bien, c'est très simple. Si je vous donne des exemples, hein, il y en a parmi vous, si je parle, par exemple, ceux qui ne voulaient pas prendre de notes, ils sont plutôt auditifs. Ceux qui prennent des notes, vraiment, ils peuvent être optiques, visuels ou kinesthésiques. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se rappeler comment ils l'ont fait. C'est pas une erreur, hein, c'est de savoir. Alors c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on ne va pas activer les mêmes zones cérébrales. Et là, on a toujours cet exemple de comment on peut activer différentes zones cérébrales de façon parallèle et plus effective. Dans l'exemple que je donne souvent, pour que ça soit simple, vous voulez apprendre un poème, c'est mieux plutôt que de le répéter 5 fois, de le lire une fois à haute voix, une fois en voix intérieure, une fois de l'écrire, une fois de le lire ce que vous avez écrit, et ensuite de le dire fort. Vous allez me dire, ben, ça a l'air d'être 5 fois la même chose. Non, non, non. Ce sont des zones différentes de notre cerveau qui s'activent, et l'avantage, c'est que par exemple, quand on active 5 zones, on crée 10 relations. C'est bien ça. Alors en fait, attention, hein, vous avez 5 zones, 10 relations qui essayent d'apprendre le même objet. Ce qui fait que finalement, ça ressemble à une théorie de faisceau. Vous avez un objet qui peut être abstrait, par exemple le cube, et je vous dis, du cube, vous retenez quoi? Qu'il a 4 lettres, qui se prononcent de façon monosyllabique, qu'il a 6 faces, qu'il a 8 sommets, ou 12 arêtes. Vous allez me dire, écoutez de nous, parce que vous avez des cubes au début, il fallait qu'on trouve tout ça. En fait, tout le monde sait que tout ça est dedans. Par exemple, si je vous dis dodécaèdre, bon, là, vous allez commencer à ne plus estimer, mais simplement essayer de visualiser
Comment ça pourrait être? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire par exemple, si je vous donne un numéro de téléphone, vous allez le retenir de façon visuelle ou de façon auditive. Alors qu'en fait, moi je vous le donne de façon auditive. Hein. C'est intéressant. C'est-à-dire que, et après, vous reposez la question 5 minutes après, et vous essayez de voir si vous le voyez encore écrit sur un tableau. Et là, on se rend compte par exemple qu'il y a des gens qui écrivent sur des tableaux, ceux qui ont très grande mémoire, qui écrivent sur des tableaux et qui écoutent le son du chiffre. Synesthésie. Donc, par exemple, quand ils voient un 9, ils le voient gros, rose. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais, si vous prenez un gros rose, un petit bleu, etc., et vous les mettez, en fait, ça crée une histoire, et ce téléphone, il l'archive de façon multiple dans leur cerveau. Alors que celui qui écoute simplement de façon auditive, bah après il oublie un peu, il sait plus. Il y avait un 7 au milieu, vous vous rappelez? Moi j'adore les gens quand ils nous disent oui, ça se termine par 58 son téléphone. Quand vous faites cette blague à un matheux, c'est toujours. Alors bon, à chaque fois je me dis au moins ils ne me disent pas 06, que ça commence. Ça pourrait être ça aussi comme indication, vous imaginez. Bon. Alors, vous vous rappelez, les flics vous disent, vous avez rappelé de la plaque d'immatriculation? Oui, oui, il y avait 4 chiffres. Bon, là, c'est une blague. Le type se dit, il se fout de nous. En plus, si vous dites que vous êtes expert, vous vous rappelez de ça. Mais par exemple, qui se souvient que quand on dessine les chiffres arabes, ils indiquent eux-mêmes combien de fois ils tournent? Bon, monsieur, j'ai dit où je veux aller là. Le dessin du chiffre en arabe indique combien de fois on a des changements de courbure. Et alors là, vous allez vous rendre compte d'un seul coup que c'est faux de faire un 7 comme ça. Enfin, pour vous comme ça. Il faut aussi mettre la barre. De ce 7 que vous faites, s'il y en a qui le font, c'est un 1. Si vous connaissiez la codification, mais quand à la fin on oublie la codification, on se dit, bon, bah, en gros c'est bien ça, quoi. Il a une courbure comme ça. Vous voyez? Alors qu'en fait, la chose décrit. Par exemple, si vous faites l'alphabet braille, l'alphabet braille est très cohérent. Très cohérent, et c'est pour ça que les premières lettres de l'alphabet braille sont exactement les mêmes comme code que les chiffres. Vous devez simplement mettre un L devant à l'envers. Si vous avez un L à l'envers en base de points, donc je vous le fais pour vous, tac, 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 ça, et vous voyez ensuite une lettre, ça veut dire que c'est un chiffre. C'est quelqu'un, Braille, c'était quelqu'un de super fort, très cohérent, qui a fait quelque chose de très stable. Donc, je vous donne un exemple farfelu maintenant. Vous prenez l'alphabet Braille à la française, et vous le transcrivez dans un autre monde qui n'a pas les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? C'est qu'ils ont pris le code de lettre à lettre. Vous voyez? Donc, par exemple, je vous donne en grec, que ce soit facile, comme ça vous comprendrez que je ne vous insulte pas. Donc, si vous prenez le G, qui est la lettre A, B, C, D, vous voyez, jusqu'à G, eh bien, en grec, c'est passé à gamma. Mais le problème, c'est que gamma, c'est la troisième. Donc, quand vous regardez le dessin, ça n'a plus rien à voir avec la logique de Braille.